10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. Les astronautes qui se sont rendus sur la Lune pendant le programme Apollo ont voyagé à bord d'une Saturne V dont le poids au lancement dépassait 2,8 millions de kilogrammes. Le module de commande, qui représentait bien moins d'1% de la masse au lancement, est revenu sur Terre. Les étages largués et même la capsule calcinée ne pouvaient pas être réutilisés. Les vols spatiaux étaient très coûteux. Au début des années 1970, l'administration Nixon a privilégié un système de transport spatial réutilisable, couramment appelé navette spatiale. On s'attendait à ce qu'elle réduise les coûts et propose un accès régulier à l'espace pour des clients payants. La NASA a dû développer de nouveaux moteurs principaux réutilisables à haute performance, une avionique avancée et un système de protection thermique réutilisable pour permettre à l'orbiteur d'effectuer plusieurs rentrées dans l'atmosphère terrestre. Le développement de ces technologies s'est avéré très complexe. À sa création, le Space Task Group de la NASA avait hérité de l'avion-fusée hypersonique expérimental X-15. Il était le résultat d'une étude réalisée par Walter Dornberger, officier commandant du programme de développement allemand du V2. Le X-15 avait pour objectif de recueillir des données sur les vitesses hypersoniques et les vols à très haute altitude. En gros, c'était un réservoir de carburant avec un moteur fusée, de petites ailes et un cockpit. Il était alimenté avec de l'ammoniac anhydre et de l'oxygène liquide, le peroxyde d'hydrogène, hautement concentré, entraînant les turbopompes qui fournissaient le carburant et le comburant. On pouvait réguler le moteur en faisant varier la vitesse des turbopompes. Le X-15 est entré en service en 1959, dans le cadre d'un partenariat entre la NASA et l'Air Force, qui souhaitait développer un avion spatial. Monté sous l'aile d'un B-52, il a été transporté à plus de 13 000 mètres avant d'être lancé en vol. Le moteur du X-15 tournait pendant environ 1 minute. À l'apogée des vols à haute altitude, le pilote n'avait aucun contrôle aérodynamique. L'engin spatial disposait de propulseurs pour les manœuvres de base au-dessus de l'atmosphère. Lorsque le carburant était épuisé, l'engin revenait sur un lac asséché dans le désert de Mojave. Les données recueillies pendant ce retour non motorisé sur Terre ont été d'un grand bénéfice pour les développeurs de la navette spatiale, qui devaient effectuer des atterrissages similaires à grande vitesse, sans moteur. Certains des pilotes du X-15 sont devenus célèbres, notamment Neil Armstrong, qui a effectué 7 vols en X-15, et l'engin spatial a contribué de manière significative au programme spatial habité. Pourtant, alors même que les vols du X-15 se poursuivaient, la NASA et l'Air Force ont commencé à tester un nouveau concept de corps portant qui laissait entrevoir l'avenir de la forme des engins spatiaux. En 1963, un engin spatial de démonstration sans ailes, en contreplaqué, a commencé à voler, remorqué derrière une Pontiac décapotable. On l'appelait la baignoire volante. 3, 2, 1,
0. À l'époque, la NASA s'était engagée dans le concept de rentrée balistique nécessaire pour le type d'engin spatial à bouclier thermique arrondi construit pour les programmes Mercury, Gemini et Apollo. Cela impliquait qu'une flotte de navires de la marine devait être prête à intervenir dans chacun des principaux océans lors du lancement d'un engin spatial, ce qui coûtait très cher. La date limite fixée par Kennedy approchait et le programme Apollo atteignait son apogée. Le lanceur spatial Saturne V, énorme et très coûteux, avait emmené un équipage en orbite lunaire en 1968. Puis Apollo 11 et Apollo 12 ont effectué des alunissages réussis en 1969. Des missions Apollo allant jusqu'à Apollo 20 avaient été programmées. Mais à ce moment-là, les 3 dernières missions ont été soudainement annulées. La Maison-Blanche était de nouveau aux mains des républicains. Et le nouveau président, Richard Nixon, bien qu'il ait apprécié de profiter du succès des astronautes d'Apollo par procuration, voulait également économiser de l'argent. Après le retour de la mission Apollo 15, qui avait connu un immense succès, Nixon a essayé d'annuler le reste du programme Apollo. Mais il a été convaincu par le directeur du bureau de la gestion et du budget de laisser la NASA terminer ses 2 dernières missions lunaires. Il était évident que l'époque des chèques en blanc pour la NASA touchait à sa fin. La NASA et l'Air Force avaient continué à explorer le concept de corps portant, avec des vols d'essai du HL-10, beaucoup plus lourds à partir de 1966. Il avait été construit par Northrop, selon les spécifications de la NASA. Ils espéraient qu'une nouvelle génération d'engins spatiaux puisse rentrer dans l'atmosphère et atterrir sur une piste désignée, évitant ainsi la récupération coûteuse en plein océan. Le HL-10 était équipé d'un petit moteur fusée et il était lancé en vol, comme le X-15. La télémétrie permettait à une équipe au sol de surveiller le comportement de l'engin spatial. Le HL-10 a fini par atteindre des altitudes dépassant 27 000 mètres et une vitesse de Mach 1,86. Une fois de plus, les données les plus précieuses recueillies pendant le programme HL-10 provenaient de la phase de retour non motorisée du vol. Comme le X-15, il descendait rapidement tout en générant très peu de portance, exactement comme un engin spatial. Lorsque le programme de corps portant s'est conclu en 1970, il n'était qu'un des nombreux concepts étudiés par la NASA et l'Air Force. Diverses sociétés, espérant obtenir des contrats lucratifs, soumettaient également des projets. La NASA avait de grandes ambitions pour l'avenir après Apollo, mais l'administration Nixon, qui avait continué à réduire les financements du programme spatial, a demandé à l'agence de se concentrer sur l'orbite terrestre basse avec un budget réduit. Certains des lanceurs Saturne V abandonnés ont été réaffectés à une station spatiale orbitale, finalement appelée Skylab, tandis que les autres fusées Saturne sont devenues des pièces de musée valant des milliards. Skylab a démontré avec succès l'utilité d'un laboratoire en orbite. Des cristaux purs ont été cultivés en microgravité et un télescope solaire a permis de nouvelles études du Soleil. Mais sans moyen de rehausser l'orbite de Skylab, il ne pouvait être qu'un avant-poste temporaire. La NASA s'est mise à planifier une station spatiale plus permanente pour un avenir lointain. Sa construction dépendrait d'un nouvel engin spatial, la navette. Son développement pourrait être coûteux, mais au bout du compte, elle permettrait de réduire le coût d'accès à l'espace. Les différents concepts prévoyaient 2 étages. Un propulseur qui reviendrait vers le site de lancement et un orbiteur qui reviendrait au sol à la fin de la mission.
Tous étaient trop coûteux pour l'administration à Washington. En fin de compte, un compromis a été trouvé. Des propulseurs à propergol solide, relativement peu coûteux, serviraient de premier étage et l'orbiteur serait équipé d'un immense réservoir externe qui serait largué à l'approche de l'orbite. Mais il a fallu des années pour que le concept soit testé au point où des plans pourraient être établis. Lockheed avait mis au point une tuile thermique légère, aux propriétés isolantes si prometteuses qu'elle rendait le concept à elle réalisable. Les capsules spatiales à usage unique avaient un lourd bouclier thermique en résine phénolique qui se consumait lors de la rentrée atmosphérique. Un engin spatial réutilisable avait besoin d'un bouclier thermique qui l'était également. Les tuiles légères en silice de Lockheed impliquaient que les lourds alliages de titane résistants à la chaleur pouvaient être abandonnés au profit d'une superstructure en aluminium plus conventionnelle protégée par ces tuiles. La NASA collaborait avec l'Air Force sur le nouvel engin spatial. Et en raison des exigences militaires, le résultat était beaucoup plus imposant que la plupart des premiers concepts. Les travaux sur la première navette ont commencé en 1974. D'abord appelée Constitution, elle était destinée aux tests d'approche et d'atterrissage dans l'atmosphère. Elle ne possédait ni bouclier thermique, ni moteur. Elle a été vue pour la première fois en public lors d'une cérémonie à sa sortie de l'usine Rockwell, en Californie. Une pétition avait convaincu la NASA de la renommer Enterprise, d'après le vaisseau spatial de Star Trek, une série télévisée qui rencontrait un succès modeste à l'époque. Le premier déplacement de l'Enterprise s'est fait par la route, jusqu'au Dryden Flight Research Center. Il a fallu 10 heures à l'engin spatial pour parcourir les 58 km et commencer une série de vols captifs appelés tests d'approche et d'atterrissage. L'Enterprise était incapable de voler sans assistance. Alors la NASA avait acheté un 747 inutilisé à American Airlines. Il avait été renforcé par l'ajout de pylônes de fixation spéciaux et de stabilisateurs supplémentaires. À Dryden, une structure complexe avait été construite pour soulever la navette et la placer sur le dos de l'avion de ligne. 4 astronautes, répartis en 2 équipages, devaient effectuer les premiers vols d'essai. Fred Haise avait volé sur la mission Apollo 13. Son copilote était Gordon Fullerton. Joe Engle avait effectué 3 vols en X-15 et son copilote était Dick Truly. L'Enterprise ne possédait pas de tuiles thermiques. À la place, il y avait un revêtement en fibre de verre et il était équipé d'une pointe de nez contenant un indicateur de vitesse aérienne. Les essais ont commencé en 1977. Une série de roulages suivis de vols captifs a été effectuée pour confirmer les prévisions des concepteurs. Au début, un cône de queue a été installé pour réduire les turbulences à l'arrière de l'engin. En août, l'Enterprise a effectué son premier vol libre. Avec l'avion porteur en piqué léger, la navette a pu se détacher facilement et voler de manière autonome. Le nouvel engin spatial était bien maniable. Il a enchaîné 4 vols libres réussis. We're at the end of the approach and landing test phase of this program, but it's really not an end at the beginning. It's just a small step really accomplished toward getting the orbiter into space and then
in that aspect, I'm looking forward to more of the same exciting times as we continue on toward that first orbital flight. À l'usine Rockwell, un second engin spatial prenait forme. Columbia serait la première navette apte à voler dans l'espace. On l'équipait de tuiles thermiques et de nouveaux moteurs RS-25. Les deux causaient des problèmes. La colle utilisée pour fixer les tuiles à la coque en aluminium de l'engin cédait au bout de quelques heures. Les moteurs totalement novateurs fonctionnaient plus efficacement grâce à leur pression de chambre beaucoup plus élevée. Mais il y avait des soucis de développement. Comme les moteurs principaux de la navette étaient positionnés en décalage par rapport au réservoir externe et aux propulseurs solides, ils devaient pouvoir pivoter de plus ou moins 10,5 degrés sur les deux axes, à mesure que le stack de la navette larguait les étages et que le carburant s'épuisait. Pendant les 2 premières minutes de vol, la poussée principale provenait des propulseurs à propergol solide. Ceux-ci devaient également avoir une poussée vectorielle, et les tuyères pouvaient se déplacer de plus ou moins 8 degrés. Encore une fois, Columbia devait être transportée par la route jusqu'au Dryden Flight Research Center pour être chargée sur l'avion porteur qui l'emmènerait en Floride. Il était évident que le problème des tuiles thermiques n'avait pas encore été résolu. Columbia a atterri au Kennedy Launch Center en 1979. Bien qu'elle soit arrivée avec seulement un revêtement partiel de tuiles, les tests ont révélé que même ces tuiles devraient être retirées et réappliquées après un processus de densification. Des équipes de techniciens travaillant H24 ont mis 20 mois pour achever ce processus. Pendant ce temps, le premier réservoir externe a été expédié depuis le centre d'assemblage de Michoud, en Louisiane. Il a été peint en blanc pour protéger sa couche externe d'isolation des dommages causés par les rayons ultraviolets. En 1980, les moteurs principaux de la navette étaient sortis de leur longue phase de développement, atteignant la spécification de la NASA de 65 000 secondes de test. Les exigences que le moteur soit réutilisable et capable de réduire sa poussée jusqu'à 65% avaient été satisfaites. Les 3 premiers moteurs sont arrivés à Cap Canaveral et ils ont été installés sur Columbia. La date de lancement initiale avait été reportée de 2 ans. Fin 1980, Columbia est sortie du hall d'assemblage pour se rendre à la rampe 39A. Avant de pouvoir voler, elle devait effectuer un test de certification finale, comprenant un allumage de 20 secondes des 3 moteurs principaux. 9, 8, 7, Officiellement appelé Wet Countdown Demonstration Test, il permettait de vérifier tous les systèmes au sol et dans la navette. We have had shutdown of all 3 engines. Les astronautes John Young et Bob Crippen allaient effectuer la première mission. Ce serait la première fois qu'un nouvel engin spatial volerait avec un équipage à bord. Le 12 avril 1981, Columbia était prête à voler. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone from the engine start. We have. Les 4 premiers vols seraient tous consacrés au test de la navette. Et le profil de vol de la première mission avait été conçu pour minimiser les contraintes sur l'orbiteur. La soute à cargaison était vide, à l'exception d'un enregistreur de vol qui recueillait des données provenant d'un ensemble de capteurs. La NASA devait comprendre la différence entre les prévisions théoriques du comportement de l'orbiteur et sa maniabilité réelle.
Les portes de la soute à cargaison étaient équipées de radiateurs dissipant la chaleur sur leur face intérieure pour maintenir l'orbiteur au frais. Lorsqu'elles se sont ouvertes pour la première fois, les astronautes ont été surpris. Au lancement, une sonde de surpression avait endommagé les parties inférieures de l'orbiteur, y compris les tuiles thermiques. Young et Crippen ont manœuvré leur engin pour permettre à un satellite espion américain de photographier sa face inférieure, mais aucun dommage aux tuiles n'était visible. Toutes les fonctions de base de l'orbiteur ont été vérifiées au cours du vol de 2 jours, et l'engin est revenu en toute sécurité sur la piste 23 de la base aérienne Edwards. 5, 4, 3, touchdown. Welcome home, skipper. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. La première mission de Columbia a été qualifiée de réussite, Crippen et Young n'ayant eu que des éloges pour le nouvel engin spatial. La navette a été conditionnée pour son vol de retour en Floride, où elle serait préparée pour son prochain lancement. Mais une longue liste d'anomalies préoccupantes devait être corrigée avant que Columbia puisse à nouveau voler. Columbia a été remorquée de la piste d'atterrissage jusqu'au bâtiment SSPF du Kennedy Space Center. Cette toute première préparation d'un engin spatial pour son 2e vol dans l'espace devait être méticuleuse. En plus des tâches prévues comme la remise en état des moteurs principaux et la vérification de la protection thermique, l'orbiteur a été inspecté pour détecter d'éventuels dommages. Les engins spatiaux ont tendance à évoluer. Si quelque chose se casse ou tombe en panne, ce n'est pas réparé, mais repensé. Columbia était déjà plus légère qu'Enterprise, et les ingénieurs qui construisaient Challenger, la navette suivante, intégraient déjà des améliorations. À la suite des anomalies rencontrées lors du premier vol de la navette, Columbia et ses sœurs en cours de construction ont toutes été modifiées. Le problème le plus urgent était la perte de 16 tuiles thermiques et l'endommagement de 148 autres à cause des ondes de choc lors du lancement. Le choc avait déformé le volet de fuselage de Columbia à tel point que les ingénieurs étaient surpris qu'il fonctionne encore. Cela a entraîné une refonte complète du système de suppression du bruit à la rampe 39. Un réservoir d'1 million de litres d'eau a été construit pour inonder le pas de tir 6 secondes avant le démarrage des moteurs principaux, réduisant ainsi l'impact des ondes de choc réfléchies. Il a fallu 7 mois pour préparer Columbia à son 2e vol. L'objectif initial était un temps d'immobilisation au sol de 2 semaines, mais les ingénieurs savaient qu'il restait encore beaucoup à apprendre sur leur nouvel engin spatial. Et à ce stade, il n'y avait encore qu'une seule navette au lieu d'une flotte de 4, encore en cours de construction. Le 2e vol a commencé en novembre 1981. C'était la dernière fois que le réservoir externe était peint en blanc. Initialement utilisé pour protéger contre le soleil, la peinture n'était pas nécessaire et laisser le réservoir dans sa couleur orange naturelle permettait de gagner près de 300 kg. Les astronautes Joe Engle et Dick Truly n'avaient jamais volé dans l'espace auparavant. Et au sol, Sally Ride est devenue la première femme Capcom. Bien qu'une pile à combustible défaillante ait provoqué le retour de Columbia après 2 jours au lieu des 5 prévus, la mission a été considérée comme un succès. Après 2 autres vols d'essai, également avec Columbia, le système de navette a été déclaré opérationnel. Pourtant, il restait encore des problèmes à régler. Après le 2e vol, l'examen des propulseurs récupérés dans l'Atlantique a révélé qu'un joint torique utilisé pour assurer l'étanchéité entre les segments avait en partie brûlé. Des tests ont été effectués, mais les concepteurs estimaient que ce n'était pas un problème. Les morceaux de mousse se détachant du réservoir externe étaient également considérés comme une particularité du système pouvant être tolérée. En 1985, 3 nouveaux orbiteurs étaient entrés en service, complétant le total de 4 navettes spatiales.
Le système de transport spatial STS était un mélange complexe de technologies qui devaient fonctionner ensemble avec une grande précision. Ensemble, elles formaient le stack de la navette. Le plus grand composant, le réservoir externe, était la seule partie non réutilisable du système. Il était recouvert d'une isolation pulvérisée nécessaire pour empêcher ses propergoles cryogéniques de bouillir. L'orbiteur et les 2 propulseurs auxiliaires à poudre étaient fixés au réservoir. Une fois entièrement remplis, c'était la partie la plus lourde du stack. 4 minutes avant le décollage, les moteurs principaux ont subi un dernier test de stabilité. À T-16 secondes, le système de déluge de la rampe a été activé. À 10 secondes du lancement, le système d'élimination de l'hydrogène a été activé, puis les moteurs principaux allumés. À 0, les propulseurs auxiliaires à poudre ont été allumés et les boulons destructibles qui fixaient le stack sur la rampe ont été détonés. Au lancement, la majeure partie de la poussée était assurée par les propulseurs auxiliaires à poudre. Une fois allumés, ils ne pouvaient plus être éteints. Les 3 moteurs principaux de la navette étaient alimentés en hydrogène et oxygène liquide par des ombilicaux situés près des points de fixation arrière. Après avoir basculé la tête en bas, le stack a continué de grimper vers l'est jusqu'à 2 minutes après le lancement. Puis, quand les propulseurs auxiliaires à poudre se sont éteints, ils ont été largués. Huit minutes après le lancement, les moteurs principaux se sont arrêtés et le réservoir externe vide a été largué. Il devait rentrer dans l'atmosphère et se désintégrer au-dessus de l'océan Indien. À ce stade, alors que la navette se trouvait au-dessus de l'atmosphère, elle avait encore besoin d'une poussée supplémentaire pour rester en orbite. Au point le plus haut de sa trajectoire elliptique, les moteurs de manœuvre orbitale ont été allumés, plaçant le véhicule sur une orbite circulaire située à environ 320 km au-dessus de la surface, selon la mission. Les 3 premières années de vol opérationnel ont vu la nouvelle flotte de navettes au centre de l'activité de lancement de satellites. Presque chaque mission comprenait au moins le déploiement d'un satellite. La NASA prévoyait de supprimer progressivement les fusées conventionnelles, qu'elle supposait ne plus être compétitives sur le marché des lancements. Au cours de ces 3 premières années opérationnelles, la flotte de navettes a déployé 30 satellites. Fin août 1983, la mission STS-8 a marqué le premier lancement de nuit. La mission s'est bien déroulée et les propulseurs ont été récupérés dans l'Atlantique, lors de ce qui était devenu un exercice de routine. L'analyse a révélé une érosion importante de la tuyère du propulseur gauche. Les estimations ont déterminé qu'il ne restait que 20 secondes avant une possible défaillance. Mais l'incident a été considéré comme mineur, les vols de navettes continuant à être programmés à un rythme de plus en plus rapide. La NASA a favorisé l'idée que les vols spatiaux étaient devenus routiniers. En février 1984, la navette Challenger a décollé avec 2 satellites de communication à son bord. Palapa B2 et Westar 6 ont été lancés, mais le module d'appoint propulsif de chacun a connu une défaillance. Ils sont restés coincés en orbite terrestre basse. Du temps supplémentaire était consacré à chaque vol pour de nouvelles techniques rendues possibles par le nouveau système. Lors de la mission STS-41B, Bruce McCandless est devenu la première personne à utiliser le nouveau dispositif de manœuvre pour équipage, ou MMU. Depuis le programme Gemini, des tentatives avaient été faites pour permettre à un astronaute de voler de façon autonome dans l'espace, mais elles avaient été abandonnées en raison du danger. Quelques missions plus tard, Discovery devait déployer 2 autres satellites. Lloyds of London avait partiellement financé ce vol.
En tant qu'assureur de Palapa B2 et Westar 6, la compagnie avait rempli ses obligations envers ses clients et possédait désormais les satellites égarés. Autrefois, ils seraient devenus des débris spatiaux, mais la NASA allait utiliser le MMU pour récupérer les satellites et les rapporter au sol. Les ingénieurs redoutaient une collision entre la navette et le satellite lourd, et l'idée d'approcher Palapa B2 avec le dispositif de manœuvre pour équipage semblait une bonne solution. L'astronaute Dale Gardner portait un anneau de capture qui lui permettait de ralentir la rotation du satellite. Le plan prévoyait que Palapa soit saisi par le bras robotique de la navette, mais cela s'est avéré difficile. Les astronautes en sortie ont dû improviser. Il a été rapporté dans la soute par la force musculaire des astronautes. Westar 6 a été récupéré de la même manière. Bien que les récupérations aient réussi, la NASA a estimé que la méthode de capture par force brute était trop risquée. Les missions suivantes ont commencé à attacher un astronaute au bras robotique à l'aide de cale-pieds. .30 seconds until touchdown. Discovery est revenu sur la piste de freinage du Kennedy Space Center. C'était la première fois que des satellites avaient été rapportés au sol. En 1985, Atlantis est devenue la 4e navette de la flotte. Et elle devait être la dernière. Cette année-là, le nombre de vols de navettes a atteint un record de 9. Et l'on s'attendait à ce que le rythme d'émission continue de s'accélérer. La NASA était convaincue que les problèmes récurrents liés aux dommages sur les tuiles de protection thermique et au décollement de la mousse isolante du réservoir externe étaient compris. Selon l'agence, il relevait davantage de désagréments que de véritables problèmes. En Californie, les installations de la base aérienne de Vandenberg étaient en cours de préparation pour les vols de la navette. Le site était idéal pour des lancements vers le sud, permettant des orbites polaires utiles aux satellites de renseignement. L'armée s'impatientait du rythme lent des lancements de navettes et la pression augmentait pour maintenir les fusées non réutilisables en service. Liftoff of Atlantis. A new orbiter joins the shuttle fleet and it has cleared the tower. Le premier vol d'Atlantis était une mission militaire classée secrète. Elle a déployé 2 satellites espions et elle a été qualifiée de succès. Sa deuxième mission a été remarquable parce que la préparation entre les vols a été la plus rapide jusqu'alors. Là encore, la NASA s'attendait à ce que le délai de rotation entre les vols continue de se réduire. Début 1985, le vice-président George Bush a annoncé que la NASA enverrait un enseignant pour donner des cours depuis l'espace. Congratulations, Krista McAuliffe. C'était encore un signe que les vols spatiaux devenaient routiniers. Krista McAuliffe et sa remplaçante, Barbara Morgan, ont commencé leur entraînement pour la mission STS-51L, prévue début 1986. McAuliffe était populaire auprès des médias et la NASA se réjouissait de la bonne publicité qu'elle générait pour le projet Teacher in Space, enseignant dans l'espace. Le programme prévoyait que McAuliffe donne 2 cours depuis l'espace, dont une visite guidée de la navette Challenger. Il devait être diffusé en direct dans les classes à travers les États-Unis. Challenger devait décoller en plein hiver. Et bien que le Kennedy Space Center soit situé dans l'État ensoleillé de Floride, les conditions météorologiques étaient extrêmement froides. Dans les heures précédant le lancement, les ingénieurs ont tenté de convaincre les responsables que la mission devait être reportée. Les lancements précédents par temps froid avaient montré des dommages aux joints des propulseurs auxiliaires à poudre. Mais 24 missions réussies avaient donné à la direction confiance dans le système. La mission de Challenger se poursuivrait,
bien qu'aucune navette n'ait jamais décollé à des températures aussi basses. 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Les caméras braquées sur la foule se sont arrêtées sur Edward et Grace Corrigan, les parents de Christa McAuliffe. Challenger, go and throttle up. Les 7 astronautes ont perdu la vie. À ce moment-là, les parents de McAuliffe n'étaient pas encore sûrs de ce qu'ils avaient vu. La flotte de navettes a été clouée au sol et des mesures ont été prises pour lancer une enquête officielle. 3 jours après la catastrophe, le président Ronald Reagan a pris la parole lors d'un service commémoratif pour l'équipage de Challenger. The dedicated men and women of NASA have lost 7 members of their family. Still, they too must forge ahead with a space program that is effective, safe, and efficient, but bold and committed. Man will continue his conquest of space, to reach out for new goals and ever greater achievements. That is the way we shall commemorate our 7 Challenger heroes. Le président était déterminé. Le programme de navette se poursuivrait. La commission Rogers, mise en place pour déterminer la cause de la catastrophe, a conclu que le froid extrême avait provoqué la défaillance d'un joint dans le propulseur auxiliaire à poudre droit. Mais l'enquête a également révélé que la direction de la NASA avait tendance à exagérer la fiabilité jusqu'à frôler l'imaginaire. Les navettes restantes ont été mises en réserve et le projet de base de lancement de Vandenberg a été abandonné. Après la catastrophe, il n'y a eu que 4 lancements de satellites américains en 1986 et 87. Les principales sondes de recherche, comme la mission Galileo vers Jupiter, ont été reportées indéfiniment. Des projets ont été lancés pour revenir aux fusées non réutilisables. Les propulseurs de la navette ont fait l'objet d'une refonte complète. Et chaque aspect du système de transport spatial a été examiné minutieusement. Les astronautes porteraient de nouveau des combinaisons pressurisées lors du lancement et de l'atterrissage, et un système d'évacuation, bien que limité, a été mis à disposition. Go for main engine start. 7, 6. Start. 3, 2, 1, 0, and liftoff. Lorsque Discovery a effectué la mission Return to Flight en octobre 1988, les attentes étaient bien moindres qu'auparavant. Elle a déployé un satellite de relais et de transmission de données pour remplacer celui qui avait été détruit avec Challenger. Il s'agissait d'une infrastructure de communication nécessaire pour les navettes et les futurs satellites scientifiques. Après Challenger, il n'y aurait plus de déploiement de satellites commerciaux. L'époque où la navette rapportait de l'argent était révolue. Il y avait néanmoins un point positif pour le programme de navette. Un nouvel orbiteur a été construit pour remplacer Challenger. On l'a appelé Endeavour. Le deuxième vol après la catastrophe de Challenger était une mission militaire classée secrète, effectuée par la navette Atlantis. Les images du lancement ont suggéré qu'un morceau du nez d'un propulseur s'était détaché. On a donc demandé au commandant Robert Gibson d'utiliser la caméra fixée à l'extrémité du bras robotique pour chercher d'éventuels dégâts. I said to myself, we are going to die, because I was looking at more than 700 shredded tiles on the right wing of Atlantis. Gibson a reçu l'ordre d'atterrir de manière habituelle. Aujourd'hui encore, le doute persiste.
Est-ce qu'il s'agissait d'un manque de prise de conscience du problème par les contrôleurs de vol au sol, ou est-ce qu'ils savaient qu'on ne pouvait rien y faire? Même à l'atterrissage, des traces blanches sur les tuiles habituellement noires laissaient suggérer des dommages. L'ampleur réelle des dégâts subis par Atlantis n'est devenue apparente qu'au sol. 700 tuiles thermiques étaient touchées, dont l'une dans une zone critique qui avait complètement disparu. L'incident a été très peu médiatisé et le programme de navette a continué. Le télescope spatial Hubble était resté en salle blanche depuis l'année de la catastrophe de Challenger. Cela coûtait à la NASA et à l'Agence spatiale européenne 6 millions de dollars par mois de le stocker. Il avait été conçu avec des portes capables d'être ouvertes dans l'espace, afin de pouvoir être réparé et amélioré. Il entrait tout juste dans la soute de la navette, et il dépendait entièrement de celle-ci pour être mis en orbite et pour effectuer son entretien courant. Le 24 avril 1990, Discovery était positionné sur la rampe 39B, prête à entamer sa 10e mission. Hubble allait enfin être déployé. -10, go for main engine start. We are go for main engine start, T-6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. Au cours de cette mission, Discovery a établi un nouveau record d'altitude pour une navette. Pour éviter une chute rapide de l'orbite, Hubble devait être lâché dans une orbite presque circulaire à 615 km au-dessus de la surface de la Terre. Il y a eu des problèmes avec un panneau solaire abîmé, mais ils ont été résolus et Hubble a été correctement lâché. Les techniciens qui surveillaient le télescope se sont vite rendus compte que quelque chose n'allait pas. Hubble renvoyait des images floues. À cause d'un mauvais alignement de l'équipement d'essai, le miroir primaire avait été poli avec une courbure incorrecte. Cependant, les ingénieurs ont pu concevoir des optiques correctives pour compenser ce défaut. 3 ans plus tard, l'équipage de la nouvelle navette Endeavour effectuait la mission de réparation. Pendant la préparation de la mission, les ingénieurs du télescope avaient analysé les performances de tous les sous-systèmes de l'instrument, cherchant à apporter d'autres améliorations lorsque cela était possible. Ils ont non seulement installé des optiques correctives, mais aussi remplacé les panneaux solaires du télescope, ainsi que 2 de ses gyroscopes défectueux. Au cours de la mission de 11 jours, les spécialistes de la charge utile ont effectué 5 sorties dans l'espace avant de lâcher Hubble. Les astronomes qui attendaient au sol étaient euphoriques. Ce débris spatial, à 1 milliard de dollars, est devenu l'observatoire le plus important de l'histoire. Hubble nous a donné des chiffres précis sur le taux d'expansion de l'univers et sur son âge. Il a révélé des galaxies lointaines avec un niveau de détail inédit et il nous a permis d'observer la naissance de nouvelles étoiles. Ces images étaient époustouflantes. Les missions de navette ont continué à visiter Hubble, assurant son entretien et remplaçant les technologies obsolètes par des nouvelles. Elles ont permis à l'observatoire en orbite d'être productif pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui encore, il reste en activité. Pourtant, dans les années 1990, l'un des objectifs initiaux de la navette restait hors de portée. Le projet de station spatiale américaine Freedom avait été bloqué par Washington. Mais la Russie exploitait sa propre station spatiale très grande, Mir, depuis le milieu des années 80. Avec la dissolution de l'Union soviétique, la NASA a commencé à coopérer avec Roscosmos, l'agence spatiale de la nouvelle fédération de Russie. En 1995, la navette spatiale Discovery a effectué un rendez-vous avec Mir. La NASA voulait en apprendre davantage sur les missions spatiales de longue durée
Et bientôt, des Américains voyageaient à bord des vaisseaux Soyouz et des Russes décollaient à bord de la navette. Lors des missions précédentes, les équipages de la navette avaient répété des techniques d'assemblage de base. Mais en 1998, après un nouvel accord avec la Russie, l'Europe et le Japon, le véritable travail a commencé sur ce qui s'appelait désormais la Station spatiale internationale, ou ISS. Ce qui a suivi était connu des équipages de la navette comme le mur des EVA. EVA étant l'abréviation de la NASA pour Extravehicular Activity, activité extravéhiculaire. La NASA avait créé un bureau des EVA pour développer de nouveaux outils et perfectionner les techniques nécessaires aux tâches d'assemblage minutieuses. Les spécialistes de mission ont passé des mois dans le bassin d'entraînement à s'exercer aux subtilités propres à leur mission. En octobre 2000, 2 Russes et un Américain ont décollé à bord d'un Soyouz TM. Ils se sont installés comme premier équipage de l'ISS, Expédition 1. Pendant leur séjour, la station spatiale a continué de s'agrandir avec l'ajout de nouveaux modules. En janvier 2003, la navette spatiale Columbia a décollé pour une mission scientifique. « 15 jours plus tard, elle est rentrée dans l'atmosphère au-dessus de la Californie. Columbia, Houston, comm check. Columbia, Houston, UHF, comm check. Columbia s'était désintégrée et les 7 astronautes avaient péri. GC plane. YGC, lock the doors. Copy. L'examen des images de l'ascension a révélé qu'un morceau de mousse isolante s'était détaché du réservoir externe et avait frappé l'aile gauche de Columbia. Les débris ont été récupérés le long de la trajectoire de Columbia pour comprendre ce qui s'était passé. Mais, pour certains du moins, la cause était connue depuis qu'ils avaient vu les images du lancement. Pour la deuxième fois, la flotte de navettes restantes a été clouée au sol. Les travaux de construction de la Station spatiale internationale se sont arrêtés et les équipages ont dû dépendre exclusivement des engins spatiaux russes. Au départ, les enquêteurs ont suspecté que des ouvriers du centre d'assemblage de Michoud avaient mal appliqué l'isolant sur le réservoir externe. Mais des excuses officielles ont été présentées lorsque l'analyse par rayon X a révélé que l'expansion et la contraction thermique lors du remplissage et de la vidange du réservoir avaient provoqué des fissures dans la mousse. Lorsque Discovery a finalement décollé en juillet 2005, une série de nouvelles mesures de sécurité avaient été mises en place, y compris un enregistrement plus détaillé du lancement, à la fois par photographie et par radar. Un oiseau a heurté la navette, sans grande conséquence, mais d'autres morceaux de mousse se sont détachés. Bien qu'aucun dommage n'ait été causé à l'orbiteur, tout le monde a compris que ce n'était qu'une question de chance. Désormais, toutes les navettes étaient équipées d'une rallonge pour leurs bras robotiques, permettant l'inspection par caméra du bouclier thermique inférieur. Les missions ne se rendaient qu'à l'ISS, où on procédait à un basculement pour permettre à l'équipage de la station de réaliser des inspections supplémentaires. Si besoin, les astronautes de la navette pouvaient rester sur la station spatiale jusqu'à ce qu'une mission de sauvetage puisse être organisée. À L3, les navettes restantes effectueraient seulement 22 vols supplémentaires. Et bien que leurs jours soient comptés, des travaux parmi les plus importants de leurs 30 années d'existence ont été réalisés pendant cette période. À l'aide de techniques perfectionnées au fil des décennies, l'ISS a été progressivement achevé, avec un équipage de 6 personnes constamment en orbite. En 2009, une dérogation a été accordée pour un dernier vol spatial vers le télescope spatial Hubble. Ce dernier se trouvait dans une orbite différente de celle de l'ISS, si bien qu'une deuxième navette était prête au sol au cas où l'équipage aurait eu besoin d'être secouru.
Une fois de plus, le télescope a été remis à niveau avec des technologies récentes et son orbite relevée. Lorsque la station spatiale a été achevée, la navette a de nouveau pris sa retraite, laissant les États-Unis obligés de recourir au Soyouz russe pour transporter les astronautes en orbite. Bien que partiellement réutilisable, la navette n'avait pas permis de réaliser les économies escomptées. Cependant, elle était grande, ce qui lui a permis de construire la Station spatiale internationale et d'assurer régulièrement l'entretien du télescope spatial Hubble. Mais la navette n'a jamais pu atteindre le standard promis par ses concepteurs. De plus, elle a connu 2 échecs catastrophiques qui ont coûté la vie à 14 astronautes. L'engin qui devait rendre les vols spatiaux bon marché et routiniers a échoué sur les 2 plans.